C'est ton show. There you go. All right. Coach Maxime Chapuis-Dupuis, tu es originaire de Saint-Hubert. Tu as commencé le football chez les Rebelles de Saint-Hubert de 2001 à 2008. Tu as ensuite rejoint les Cougards de Champlain-Lennoxville, occupant le poste de demi-défensif de 2009 à 2011. Puis, à McGill de 2012 à 2014, où tu as gradué en 2016 tout en figurant sur The Principal Student Athletes Honor Roll. Félicitations pour ça. Tu as fini ta carrière au junior avec le South Shore Bruisers. Ça, il va falloir s'en reparler, Coach Max, je n'étais pas au courant de ça. Après ta carrière sur le terrain, tu t'es tourné vers le coaching. Tu as été entraîneur pendant 3 ans à l'école secondaire, la Frontalière de Coaticook. Tu as passé 3 ans en France comme coordinateur défensif des Black Panthers, une équipe de Division 1 avec laquelle tu as remporté le championnat de la Ligue européenne de football en 2017 et le titre national français en 2019. Par la suite, tu es devenu DC pour les Cougards de Champlain-Lennoxville de 2019 à 2023, où tu m'as coaché, durant lesquels tu as contribué à remporter le Bol d'Or en 2019. En 2022, tu décroches le titre de champion de l'Est du Canada avec Équipe Québec des moins de 16 ans. En 2024, tu es nommé coordinateur défensif de l'Université McGill et tu amènes pour ta première année l'équipe en play-off, pour la première fois, je pense, depuis 2019, si je ne me trompe pas. Félicitations pour ça. Coach Max, bienvenue sur le Game On, qui est le nom officiel de mon podcast. Écoute, right off the bat, moi, je voulais parler un peu de où tu avais starté avec le football, en fait. Ta passion à part de où? Tu as commencé en 2001. Ça fait quand même longtemps. Tu avais quel âge quand tu as commencé le football? En fond, ça va plus loin que 2001 parce que mon père était dans le monde du football pendant des années. Il était pendant 25-30 ans là, comme joueur, entraîneur. Il a travaillé pour les Alouettes de Montréal aussi dans le département des ventes. Il a été vraiment impliqué dans ce domaine-là. Puis bien évidemment, il m'a transmis cette passion-là. Mon père a été coaché par un homme qui s'appelle George Woods, qui était le président des Rebelles de Saint-Hubert à l'époque, quand mon père avait 12-13 ans, qui a lui ensuite fondé les Archers de Schlaga dans Schlaga Maisonneuve à Montréal, puis les Aces de Pointe-Saint-Charles. Puis je te dis tout ça parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer pour les Aces à 5-6 ans. Fait qu'avant même 2001, j'ai pratiqué avec les Aces à l'époque. Mon père a une relation très proche avec George, puis c'était vraiment important pour lui que mon premier coach, ça soit M. Woods. Fait que j'ai commencé à jouer, pratiquer pour lui. Évidemment, j'avais pas vraiment le droit de jouer à l'époque. J'étais comme trop jeune, là, mais j'étais le petit bout de chou qui courait à l'arrière déjà dans ce temps-là. Puis j'ai commencé à jouer officiellement là, au Atom à 9 ans avec les Rebelles de Saint-Hubert. Puis dès là, pour moi, c'était clair que ça allait faire partie de ma vie pendant longtemps. Puis j'ai toujours été passionné par ce sport-là. Puis ça a toujours été un sport qui m'a poussé à me dépasser puis qui me permettait d'avoir du plaisir. Dès mon plus jeune âge, là, je suis né quasiment sur le terrain. T'étais à quelle position quand t'as commencé? Hey, j'ai joué carrière la majorité de mon enfance. Fait que, ouais? En fait, ouais, dès 9 ans, j'étais carrière, un petit cocher. Ouais, dans le temps, mon équipe, c'était les Ravens de Baltimore. Puis la même année, Michael Vick est rentré dans la NFL. Michael Vick, c'était un gaucher, numéro 7, courait partout. Puis je me suis vite identifié à lui quand j'étais jeune. J'étais évidemment pas aussi athlétique que Michael, parce que lui, on s'entend qu'il a une belle carrière, mais c'était comme mon idole quand j'étais jeune. Est-ce que c'est de là d'où vient le numéro 7? Non, ça vient de mon père aussi. Mon père a joué avec le numéro 7. Ouais. Mon père a joué avec le numéro 7 pas mal toute sa carrière. Quand j'étais jeune, je parle de Michael Vick, mais évidemment, mon père m'ayant transmis sa passion a été un idole de jeunesse pour moi pendant longtemps. Donc, j'ai arboré le numéro 7 pratiquement toutes mes saisons, je te dirais. J'ai eu une année, ma première année en 2001, j'avais 56. Je jouais carrière puis linebacker. Dans le temps, je m'étais fait parler de Lawrence Taylor, numéro 56. Fait que là, c'était comme mon numéro que j'avais choisi. Et sinon, j'ai pratiquement toujours eu le numéro 7 là, à travers ma carrière. Nice. Moi aussi, j'ai eu le numéro 56 à cause de Lawrence Taylor. J'avais un de mes coachs qui m'avait craqué. Ouais, il m'avait craqué là-dessus là, quand j'étais jeune, genre moustique. Puis même affaire, là, il m'a dit tu veux-tu le numéro 56? Je connais un Mongol, moi. Puis j'étais comme qui?
Il dit Lawrence Taylor. Je commençais à aller voir, moi, puis j'étais comme, OK, je vais être comme lui aussi. Mais aussi, j'ai joué backer en commençant. Je pense dans la génération de mes parents, nos parents, parce que nos parents ont pas mal la même âge. Là. Dans la génération de nos parents, Lawrence Taylor, c'était comme un idole. Là, début des années 80, milieu des années 80, c'était la machine. Là, fait que, c'est un idole de jeunesse pour eux autres qui nous ont transmis Paul. Est-ce que tu as joué contre les Bulldogs de Sherbrooke ou ça fait trop longtemps? Parce que Saint-Hubert, il me semble, c'est un club, ça fait longtemps que ça existe. Je sais que Sherbrooke, il n'a pas duré longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Mais parce que moi, j'ai joué contre Saint-Hubert quand je jouais à Sherbrooke pour les Bulldogs. Quand moi, je jouais au football mineur, Sherbrooke ne faisait pas partie des équipes contre qui on jouait. Tu vois, les Rebelles aussi, là, maintenant, c'est pas mal décédé. Là. C'est un club, Saint-Hubert, qui a été fondé en 1978, puis qui est pas mal décédé aujourd'hui. Il n'y a plus de midget, il n'y a plus rien. Ça s'est effacé complètement à travers les années. Tu as un CV quand même assez impressionnant aussi là, avec le football dans l'intro là, que je viens de dire. Puis, dis-moi, c'est quand que tu as décidé de dire que le football, ça a donné ton métier? Tu sais, ça s'est passé sur quelques étapes, je te dirais, mais la première étape, c'est quand je me suis rendu compte que je n'allais pas jouer à ce sport-là pour gagner ma vie. Là. Tout de suite, j'ai comme fait, bon, OK, c'est quoi la deuxième option que je peux faire pour rester dans ce game-là? Puis ça, c'est peut-être arrivé assez tôt, je te dirais, là, 17-18 ans. Là, j'ai fait des équipes du Québec dans ces âges-là. J'ai eu l'opportunité de le faire 2 fois, 2008-2009. Puis dès ce moment-là, j'étais comme, oui, je fais l'équipe du Québec, là, mais je ne fais pas partie dans les 40 ici, c'est pas moi qui vais jouer pro. Là, je m'en suis rendu compte assez vite. Puis j'ai eu l'opportunité de croiser un coach à Champlain ma dernière année comme DC, qui était mon DC cette année-là, M. Louis Parent, qui est encore aujourd'hui impliqué avec les Cougars là, dans les alumni, ces choses-là. Il a été coach pendant des années, coach Lou, puis c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné la piqûre du coaching. C'était un pédagogue hors norme, vraiment, vraiment spécial. Puis lui m'a mentionné à ce moment-là qu'il me verrait comme entraîneur plus tard. Puis on dirait que ça c'est resté avec moi. Puis c'est quelqu'un encore aujourd'hui que j'ai en très haute estime. Puis quand j'ai une patch tough comme coach, j'essaie de me remémorer les moments où il me coachait en me disant peut-être que Louis, c'est ça qu'il ferait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mon parcours. Puis je te dirais que c'est comme dans ces années-là. Probablement dans mes années à Champlain, je me suis dit, sais-tu quoi? Je pense que c'est ça que je vais faire plus tard. Ah ouais, ok, quand même, aussitôt que ça. Mais t'as quand même jumpé quand même pour aller à McGill. Juste avant de jumper sur ton parcours universitaire, là, si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui, comme à mon âge, mettons, qui aimerait ça faire carrière dans le football, qu'il soit professionnel ou comme toi un peu, aller vers le coaching, tu penses que ça serait quoi un conseil? Compte pas tes heures, man. Genre, c'est bien honnêtement, fais-le pour les bonnes raisons, fais-le pour la passion, puis assure-toi que c'est vraiment ça que tu peux faire parce que ce soit comme athlète professionnel ou comme coach professionnel, qu'on gagne une vie avec ça, la réalité, c'est que ça va demander des sacrifices, ça va demander des heures. Puis comme athlète collégial ou universitaire, parce que je l'ai fait, on pense qu'on met beaucoup de temps. Moi, quand je m'entraînais l'été, je m'entraînais l'hiver, comme, il me semble que je suis tout le temps ici, puis je mets des heures, puis j'essaie de me dépasser. Puis, je faisais tout ce qui était à mon pouvoir pour être la meilleure version de moi-même. Puis là, maintenant, tu changes de l'autre côté comme coach ou même comme athlète professionnel. Puis tu te disais, finalement, tu comprends pas quand tu es un joueur à quel point ça demande du temps, à quel point ça demande de l'effort et des sacrifices externes. Fait que, fais-le pour les bonnes raisons. Parce que si tu le fais pour le fame ou tu le fais pour être en haut de la pyramide, tu vas vite te rendre compte que tu t'écœures. Il faut vraiment que tu aimes ça. Puis si c'est le cas, ben, man, fonce. N'aie pas peur de prendre des risques, n'aie pas peur de. Je l'ai fait, n'aie pas peur de prendre des risques, n'aie pas peur de cogner à des portes que tu penses qui sont fermées, puis donne-toi toutes les chances de réussir. Puis si t'es bon, ça va marcher. C'est simple de même. That's it. Aussi simple que ça. C'est vrai que si t'es bon, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans aussi, mais c'est vrai que le talent a quand même un gros impact là, sur ta carrière. Là. Pourquoi tu as choisi McGill après Champlain? Comme athlète, tu veux dire? Ouais. À l'époque, en toute franchise, j'ai eu une carrière correcte à Champlain. Là. J'ai été partant, j'ai fait partie, je pense, des solutions pendant mes années-là. J'ai eu du plaisir. Mais je n'étais pas un joueur, comme je l'ai dit tantôt, je l'avais déjà
j'avais déjà remarqué que je n'allais pas jouer pro, là, tu sais. Fait que disons que mes options en finissant collégial n'étaient pas nécessairement autant disponibles que certains autres athlètes. Fait que j'étais assez limité dans mes options. Puis j'ai décidé de vraiment mettre l'emphase sur mon éducation. Je me suis dit, McGill, c'est la meilleure université au Canada. Puis si le foot, ça ne marche pas dans the road comme coach, ben, au moins, j'aurai un CV qui a de l'allure, puis j'aurais fait un bac qui a de l'allure qui va m'ouvrir des portes par la suite. Et ça a été vraiment mon choix. Puis, à ce moment-là, chose qui est importante à savoir aussi, il y avait un gros vent de renouveau à McGill, un peu comme on a vécu peut-être cette année, où on avait un nouveau coach qui s'en venait en pas de bois, qui venait de gagner le bol d'or. On avait une grosse classe de recrutement, des Louis Guimond-Motta, des Nick Gaudreau, des gars qui avaient été MVP puis All-Star en Division 1. Fait que, il y avait comme un vent, un engouement qui était cool. Fait que, c'était pas une décision que je prenais de reculons non plus. Là, je me disais, hey, je vais avoir une super bonne éducation, puis je m'en vais dans une situation où c'est forcé d'admettre qu'ils ont l'air de vouloir faire changer les choses, puis s'en aller dans la bonne direction. Fait que c'est ça qui m'a fait choisir McGill à l'époque, là, tout simplement. Tu as quand même réussi à finir sur des Principal Student Athletes Honor Roll. C'est quoi ça veut dire exactement? Moi, je connais pas ça. Ouais, ben c'est comme à Champlain, il y avait, c'est le Dean's List, dans le fond, tout simplement. Fait que c'est maintenir une moyenne académique supérieure à un certain point, qui est si je ne me trompe pas, mais c'est 3,5. Là. Puis, c'est ça. Fait que j'étais à haute 3,5 de moyenne sur 4, là, tout simplement. Fait que en gros, c'est avoir des bonnes notes à l'école. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est une affaire que vous mettez beaucoup d'emphase pour vos athlètes en ce moment, les notes? Absolument. Puis, c'est quelque chose à McGill que je trouve vraiment fascinant, là, pour l'avoir fait à Champlain, le support académique, ces choses-là. On a des périodes d'études, on mettait beaucoup d'emphase là-dessus. La réalité, c'est qu'à McGill, dans notre recrutement et dans le type d'individu qu'on recherche, c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant. On recrute des bons étudiants. McGill nous oblige à faire ça essentiellement, comme tu ne rentres pas sinon. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre d'emphase sur des périodes d'études ou ces choses-là. Fait qu'on, notre structure puis la demande académique de McGill nous permet d'avoir des étudiants de haut niveau. Fait, est-ce qu'on met de l'emphase là-dessus? Absolument. On va mettre de l'emphase là-dessus dans la sélection de des individus qu'on recrute. Là, mais après ça se fait par soi-même en toute franchise. Parce qu'en plus, on va en reparler un peu tantôt, mais cette année, une année record en plus pour votre recrutement. Là, c'est assez fou. Là. Je regardais ça justement avant qu'on commence, puis que vous êtes rendu à 40 joueurs là, de recruter ou quelque chose de même. C'est assez fou. Puis c'est des gros noms aussi là, qui ont ressorti. Là. C'est ça qui est le plus impressionnant là-dedans. C'est vraiment... On a travaillé fort. Ça, je suis pas inquiète. Mais avant de jumper là-dessus, là, est-ce que tu peux me dire, en fait, entre ton parcours... En fait, c'est quelle phase de ton parcours qui t'a permis de plus grandir en tant que personne? T'sais, que ce soit universitaire, collégial. Je pense que quand on joue au foot, quand on est jeune, ça forge un peu notre caractère, mais comme perso, pour moi, Lennoxville, ça a complètement changé ma vie. Là. Juste la personne que je suis devenu aujourd'hui, ça m'a permis de ne pas avoir tout le cul dans la bouche. Il faut que tu travailles si tu veux les affaires. C'est pour ça que j'ai énormément de gratitude. Mais moi, j'ai envie de savoir, toi qui as aussi joué universitaire, c'est quel parcours qui t'a permis de vraiment grandir en tant que personne, puis peut-être la personne que tu es aujourd'hui, en fait? Ouais. Ben, je pense que j'ai deux gros moments qui m'ont vraiment fait, ou deux grosses périodes qui m'ont vraiment fait cheminer. Je pense que comme toi, la période à Lennoxville m'a vraiment permis de devenir, ou de trouver qui j'étais. Ma passion dans le coaching, dans les XPO, c'est vraiment développé à Champlain, comme je l'ai mentionné avec Coach Lou, mais aussi, ça a été un reality check pour moi en toute franchise. Moi, à Saint-Hubert, comme joueur de foot Bantam Midget, mettons, ça allait bien mes affaires, je jouais carrière, fait l'équipe du Québec. Je pensais que j'étais rendu, là. Je pensais que j'étais de shit. Comme on dit, puis là, tu arrives à Champlain, puis là, un petit peu, finalement, il y a d'autres bons joueurs de foot au Québec, puis je suis loin d'être le meilleur joueur qui est ici, puis il va falloir que je trouve une autre façon de contribuer à l'équipe, puis d'améliorer notre équipe, puis de trouver mon rôle là-dedans aussi. Puis ça m'a vraiment fait changer un peu ma philosophie, puis ma manière d'approcher la game, le sport, le foot. Fait que ça, c'est vraiment un gros point, puis
moi, toi, t'habitais dans le coin de Lennox, mais moi, je partais de la maison, partir de chez mes parents, apprendre à vivre en appartement. Tout ça en même temps, évidemment, ça a été un gros moment pour moi, puis une grosse période de changement. Puis ça m'a permis de grandir énormément. Puis, l'autre que je ne peux pas ignorer, au fait que je coach aujourd'hui pour gagner ma vie, c'est les 3 années que j'ai faites en France. T'sais. Parce que tu arrives là-bas, loin de la maison, encore une fois, expatrié, pas des ressources. Je ne peux pas dire pas de ressources parce que j'étais quand même choyé pour la réalité là-bas, mais je coachais les 3 positions, puis chaque semaine, on jouait des systèmes différents, puis je coachais contre des gars qui avaient coaché NCAA, puis NFL Europe, puis comme let's go le gros, là, moi, c'est ma première job de coach, puis je sais pas trop où je m'en vais, puis après, fait que, ça a été un événement formateur incroyable pour moi. Fait que ces 2 périodes-là, je pense, c'est les 2 périodes qui m'ont permis de grandir énormément. Puis autant, oui, au niveau football, parce que là, évidemment, on parle de foot un peu, mais comme je te dis humainement, à 17 ans, partir de la maison, puis apprendre à cuire ton riz, puis faire ton lavage, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis m'en aller en France à 25 ans, être à 6 heures de décalage horaire, puis 6 000 km de la maison. Puis là, tu viens de perdre une game, puis t'as pas de solution, puis t'as pas de coach de position, puis tu dis, baba, là, qu'est-ce que je fais ici, là, comment je m'arrange. Fait que c'est des moments qui m'ont permis de me forger, puis d'avoir confiance en moi, en me disant, hey, tu sais quoi, je suis capable de passer à travers cette étape-là, puis cette épreuve-là, puis, ben, it is what it is, puis let's go, on se retrouve les manches pour continuer. Chris, je savais pas que tu étais allé là à 25 ans. Ouais. Fait que t'as fini ton bac, puis t'es parti après, là. Ouais. Dans le fond, les 3 années que j'ai coaché à la Frontalière, je jouais à Lennox. Les 3 années que je jouais à Lennox, que j'ai coaché à la Frontalière l'hiver. Puis dès que j'ai fini de jouer junior, je suis parti en Europe. J'ai fini en juin 2016 mon bac, puis en décembre 2016, j'étais parti en Europe. OK, j'avais de la misère à faire la timeline au début, mais c'est ça, c'est que tu as découvert un peu ta passion pour le coaching parce que tu le faisais déjà à Lennox en plus. Ouais. Puis après ça, direct, après, tu as jumpé en France. Aïe aïe. C'est quand même. À fond, je le dis tout le temps, j'ai jamais eu de vrai job. J'ai eu une job étudiante, puis après ça, j'ai coaché. J'ai comme jamais eu de vrai emploi. T'sais. Ben écoute, je parle quand t'aimes ce que tu fais, I guess que t'es pas supposé avoir de job, là. Non, ça c'est un bon point, mais moi je le vis vraiment. Je suis choyé dans ça. T'as fini ta carrière à South Shore Bruiser. C'est où? C'est quoi? C'est-tu comment on appelle ça déjà? Pas une ligue de garage, là, mais c'est Non, mais tu sais, dans le fond, dans l'Ouest canadien, c'est vraiment présent. Là, ils appellent ça la CGFL. C'est le Canadian Junior Football League. C'est très gros là, dans l'Ouest canadien, les gars qui jouent là et qui jouent pro direct, là, qui sont draftés à partir de ça. Je pense à un gars comme Shaq Johnson qui a joué avec moi à McGill. Ça n'a pas fonctionné à McGill au niveau de l'académie. Il est allé jouer junior, puis là, il joue dans la CFL depuis 10 ans. Il y a des gars dans l'Ouest qui jouent junior et qui jouent pro direct. Au Québec, la Ligue, elle existe. Cette ligue-là de la CGFL n'existe plus vraiment au Québec. Je te dirais, le dernier club qu'il y a eu, c'était les Cougars de Saint-Léonard, avec les frères Ria de Luca qui coachaient là dans le temps. Danny Machocha, même, coachait là à l'époque. Là, c'était comme un monument du football, là, pas midget, mais le junior à Saint-Léonard. Mon père a joué dans cette ligue-là dans les années 90. Les Rebelles de Saint-Hubert, à l'époque, avaient un club, ils ont été champions canadiens dans cette ligue-là. Il y a un moment où c'était très gros. Ouais. C'était big. Il y a un moment où c'était très gros au Québec, exact. Là, maintenant, cette ligue-là, elle n'existe plus au Québec, mais on a notre propre ligue junior qui s'appelle la QGFL, donc la Quebec Junior QGMFL, Quebec Junior Major Football League. Puis c'est le même principe, dans le fond. Fait que c'est 18-22 ou 18, ça a été un petit bout 18-24, là. Puis c'est les joueurs, dans le fond, qui sont en parallèle de l'école. Fait que ça peut être... Tu sais, dans notre équipe, au junior, on avait de toutes les sortes, là. Moi, j'avais des gars qui avaient une job de jour comme électricien et qui venaient jouer au foot le soir, des gars qui avaient fait des DEP. J'avais des gars qui étaient à l'université comme moi, qui avaient lâché l'école, qui avaient lâché le programme sportif, puis qui jouaient là. On avait de tout genre. Là, puis on jouait. Moi, je me rappelle la dernière année en 2016, quand on a gagné le championnat de la Ligue. Défensivement, on avait 4 gars qui avaient fait Team Canada, 3 gars de Team Québec, 5 anciens universitaires, des gars qui avaient joué collégial Division 1. Les 12 partants défensivement, on était loadés. Bon, ouais, on aurait pu jouer universitaire. On aurait pu jouer universitaire demain. Ça n'aurait pas été un problème. Mais c'est une ligue qui est comme ça, qui est vraiment disparate, où tu as un peu de tout là-dedans. C'est plus sérieux qu'une ligue senior là, ou de garage, comme tu dis. Mm-hmm. Dans le sens où on a 3 pratiques par semaine, il y avait des walkthroughs, il y avait une structure, mettons, mais ça reste
pas aussi sérieux que du football universitaire ou collégial. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de préparation physique. Tu avais des gars comme moi qui allaient à l'université, puis qui venaient de finir de jouer universitaire, qui s'entraînaient, puis qui étaient sérieux là-dedans. Puis mon Mac Backer, qui est un de mes chums depuis qu'on a 7 ans, qui était chauffeur de boss, puis qui s'entraînait pas. C'était comme un mix. Ah, c'est hot, pareil. Je connaissais vraiment pas. Je connais pas ça. Je voulais qu'on s'en parle, justement. J'avais pas fait de recherche. Je voulais voir de où ça sort. Puis tu m'en parles. Ouais. Est-ce que c'était à Montréal que tu jouais à ça ou tu es vraiment allé dans l'Ouest pour jouer pour le South Shore? Non, ça c'est au Québec. Dans le fond, je jouais, c'était une équipe sur la Rive-Sud de Montréal. Okay. Puis dans le fond, la Ligue, il y avait une équipe à Châteauguay, une équipe, nous autres, qui était comme Longueuil, Saint-Hubert, Sainte-Julie, une équipe à Laval, une équipe à Montréal, une équipe à Ottawa. Fait qu'il y avait quand même, il y avait 6 équipes dans le fond au Québec. C'était une bonne petite ligue quand même. Comme je te dis, on jouait, comme je te dis, il y avait des gars universitaires dans chacun des rosters. Il y avait des très bons joueurs, puis il y en avait d'autres qui étaient comme il avait continué à jouer après le midget. Il n'avait jamais joué plus haut niveau que ça. C'était un peu un mix de tout. Mais je te dirais que c'est mes 3 années à McGill, pour faire un parallèle, ont été difficiles mentalement pour moi au niveau foot. J'ai des gros moments à me questionner si j'aimais encore ça, jouer, parce que c'était pas facile. Puis quand je suis parti de là pour aller jouer junior, j'ai vraiment retrouvé le fun de jouer, la piqûre de jouer. Jouer avec j'ai comme retrouvé un paquet de mes chums que j'avais joué avec eux à Tombe Moustique, puis oui, Bantam Midget. C'était comme rejouer avec mes chums dans le parc à 15 ans. Ça, c'était vraiment cool. Puis ça m'a redonné comme un deuxième souffle là, pour cette game-là, qui, aujourd'hui, encore une fois, fait partie de ma vie. Là, mais j'ai eu du fun incroyable. On a eu 2 années super, 2 années d'affilée en finale. Fait que j'ai adoré ces moments-là. Puis l'autre chose, c'est une équipe qui appartenait à mon père. Mon père était propriétaire de cette équipe-là. Ouais. Fait que quand je suis retourné jouer, ça me permettait de jouer pour mon papa. La dernière fois que c'est arrivé, j'avais 12 ans. Fait que c'était comme vraiment un retour aux sources. Là. Fait que dans le fond, quand tu dis, c'est ça, fait que tu finissais, parce que ton bac, c'était fini en 2016. Ouais. Fait que, mettons, de 2014 à 2016, tu as joué au South Shore, en fait. Ouais, j'ai joué mes deux dernières années d'université, dans le fond. J'ai joué au South Shore Bruisers. Moi, j'ai été à McGill tout juste avant la saison 2015. Au mois d'août 2015, j'ai décidé de ne pas revenir à McGill, dans le fond. Fait que là, j'ai transitionné à ce moment-là vers les South Shore Bruisers pour finir mes 2 années d'éligibilité qui me restent. Puis là, à 25 ans, tu t'en vas en Europe. Je sais qu'on en a parlé un peu tantôt, mais je vais aller un peu plus. Je veux deep dive un peu là-dedans parce que c'est quand même. Moi, personnellement, je connaissais pas le football en Europe avant qu'on en parle ensemble quand tu me coachais à Lennox, puis tu nous racontes un peu des histoires. Là. Mais, parle-moi un peu de ton expérience que tu as eue là-bas. En 25 ans, comme tu disais, tu es parti de chez toi, pas beaucoup de ressources, tu coachais 6 positions. On s'en va où, là? Ben, tu sais, dans le fond, j'ai vraiment été chanceux parce que moi, je cherchais une équipe pour aller jouer. Là, je voulais continuer ma carrière, je cherchais une équipe pour aller jouer. J'avais eu comme 2 offres de contrat en Hongrie par la République tchèque. Puis j'ai été chanceux, dans le fond, de me ramasser avec Tonon, qui, eux, cherchaient un joueur-entraîneur qui pouvait coacher leur défensive, être coordonnateur défensif, puis être joueur en même temps. Donc, tu sais, jouer dans les championnats européens au besoin, parce que ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que dans le championnat français, tu avais le droit à 2 imports internationaux. Donc, Canadiens, Américains, Mexicains, Japonais, là, des 4 championnats majeurs. Puis, en championnat européen, tu avais le droit à 3, fait que tu avais le droit à 4, excuse-moi, fait que tu avais le droit à 2 supplémentaires. Ce qui fait que moi, dans le championnat français, je faisais juste coacher. Dans le championnat européen, j'étais habillé. J'étais un coach. Ouais. J'étais genre joueur-entraîneur. J'avais mon wristband sur ma ceinture, puis je calais avec mon cash-sheet sur mon wristband. C'était un peu particulier. Fait que c'est ça. Fait qu'ils cherchaient un gars qui était un jeune coach aussi parce qu'eux venaient d'avoir un changement d'entraîneur-chef. Coach Hippo, Fabien Ducousseau, qui était l'entraîneur-chef à l'époque, était un jeune coach, puis c'était la première année qu'il allait être à la barre du programme. Fait il ne voulait pas amener un coach d'expérience qui allait avoir un power struggle entre Hippo et cette personne-là qui arrivait de l'étranger. T'sais. Fait que moi, je fitais comme le profil qu'il voulait. T'sais. Un gars qui était encore capable de jouer, qui était jeune, qui se lançait dans le coaching. Fait qu'ils ont comme pris une chance sur moi.
Il faut comprendre que Tonon-les-Bains, où je coachais, c'est probablement le ou le deuxième plus gros programme en France. Tu as le Flash de la Courneuve, puis Tonon-les-Bains, c'est comme les deux gros programmes français. Fait que j'ai été chanceux. J'étais arrivé dans un programme qui, dans une toute petite ville. Tonon-les-Bains, c'est minuscule comme ville. Puis c'est une ville qui vibre au football. C'est un stade de 5000 personnes. Puis les matchs d'Europe, c'était bien plein. Fait que, c'était quand même. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. C'était une belle ambiance. On avait des partenaires privés puis des partenaires monétaires, financiers assez intéressants. Fait que ça permettait d'avoir une qualité de vie qui était cool. Le matin, je pouvais aller m'entraîner. La fin de semaine, des fois, j'allais skier dans les montagnes, dans les Alpes. Puis de jour, je coachais au foot. Là, fait que c'était quand même un vibe vraiment cool. Puis, c'est ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais jamais vraiment été coordonnateur à part au cadet à la frontalière. Là, fait que là, c'est comme, OK, let's go, mon chum. Là, il faut que tu gagnes. Puis, c'est comme je te dis, c'est une grosse organisation. Fait que ils prennent ça au sérieux. Puis, ils s'attendent à ce que tu performes, entre guillemets. Puis moi, je suis quelqu'un de fier. Fait que je voulais faire les choses comme il faut. T'sais. Fait que là, achète des livres, commence à regarder des podcasts, commence à regarder des cliniques en ligne, comment coacher la D-line, comment coacher les linebackers, me mettre plus à niveau avec les fronts, les pressions, ces affaires-là. Toutes des choses que moi, je jouais free safety. Là. Je faisais comme. C'est correct, là. Couverture 3, couverture 4, homme, c'est bon, là, mais là, blitzer le B-gap, puis comment attaquer un garde, c'était comme une autre histoire. Là, fait que j'ai vraiment eu besoin de m'adapter et de me faire une mise à niveau là-dessus. Puis j'ai vraiment été chanceux parce que j'étais jeune, là, je coachais des gars qui étaient plus vieux que moi. Je coachais un chirurgien de 35 ans, puis je coachais un gars, Baptiste Noir, qui avait joué à l'équipe de France pendant 12 ans. C'était genre une légende en France. C'est mon middle linebacker. Fait que, j'ai été chanceux que les gars m'accueillent là-dedans puis embarquent avec moi. Puis dès notre première année, on a gagné le championnat européen, on s'est rendu en finale française. J'ai coaché un gars cette année-là qui venait de Delaware, qui avait joué en Division 1, qui aujourd'hui est l'entraîneur-chef d'un des plus gros high schools des États-Unis à Glassboro. C'était pas un piment. C'était mon safety, puis il fallait que je coach ce gars-là. Tout un joueur de foot, là, probablement bien meilleur joueur de foot que moi, j'ai jamais été. Là, fait que d'embarquer tous ces gars-là dans ce qu'on fait, je pense que ça m'a permis d'apprendre des nouvelles techniques de leadership aussi, comment mixer tout ça, apprendre à mixer la nouvelle culture, les différents mix de joueurs, apprendre une nouvelle position. Je suis arrivé le 30 ou le 31 décembre, puis let's go, mon chum, on commençait à pratiquer le 4 janvier. Fait que, c'était quelque chose. J'ai eu du plaisir incroyable. Est-ce que tu conseillerais à des gars d'ici d'aller vivre l'expérience du football en Europe? 100%. Tu vois, cette année, Olivier Roy, qui est un carrière de Concordia, qui a une carrière à Concordia incroyable, joue présentement à Cannes, si je ne me trompe pas. Puis il a posté une photo là, sur Instagram il y a une semaine. Puis j'ai envoyé un message genre, pour le féliciter d'être là-bas. Puis il disait que s'il y avait quoi que ce soit qu'il pouvait m'écrire, puis je trouvais ça nice qu'il soit là puis qu'il en profite au max parce que je l'avais fait. Puis je pense que n'importe quel joueur, évidemment, tu as la chance de jouer CFL, vas-y, là, comme c'est un no-brainer. Mais pour les gars que leur carrière ne s'arrête pas comme ils veulent ou se termine différemment, comme go, man, va jouer en Europe, va avoir du fun, va t'immerser dans une différente culture, va apprendre des nouvelles choses. Moi, j'ai eu l'opportunité de voyager. Là. J'ai fait l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche, l'Islande, l'Espagne, la Suisse. L'Allemagne, je me suis promené. Là, j'ai des histoires à dormir debout de là-bas. Là. J'ai eu du plaisir incroyable. Puis, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait probablement si je n'étais pas allé coacher là-bas aussi longtemps. T'sais. Fait que, non, pour moi, c'est un no-brainer. Si tu as l'opportunité de le faire, vas-y. Puis le calibre, il est quand même bon. Mettons, si tu avais à comparer le calibre que toi, tu coachais, tu le qualifierais avec quel calibre, mettons, ici au Québec, au Canada, mettons? Ça, c'est une vraiment bonne question. Puis je me suis déjà fait lancer des tomates pour avoir fait cette comparaison-là. Mais, je te donne un exemple. Là, la femme, ma femme, la mère de mes enfants, Valérie, est venue en France ma dernière année. Elle a vu comme 3 games, mettons. Puis quand elle est revenue à Champlain la première année, après le premier match qu'elle a vu de Champlain, elle m'a dit « Oh, c'est vraiment moins fort qu'en France. Hein? » OK. D'un œil de spectatrice. Et, moi, j'ai envie de te dire que c'est à peu près c'est le même genre de calibre que
collégial Division 1, je te dirais. C'est des adultes, c'est des hommes. Là. Je coachais un gars, Claudio Jacquin, je donne toujours lui comme exemple parce qu'il a été judoka ou lutteur presque professionnel. Là, genre, il est presque allé aux Olympiques, dans les championnats français là-bas. C'est un athlète hors norme. Il n'y a pas rapport. Je n'ai pas coaché d'autres athlètes comme lui dans mes 10 ans de coaching. Mais il venait de commencer à jouer au football. Fait que des fois, les XPDO, je me rappelle d'avoir pogné l'air après lui plus qu'une fois, mettons. Mais par contre, des gars de même, je n'en ai pas coaché d'autres. Il n'y avait pas de sens, tu comprends? Fait que, c'est un peu. Les athlètes sont plus haut niveau. Il y a des gars qui ont joué. Il y a des gars qui ont joué en deuxième année, Schneider Thermidor. Il y avait un camp avec les Jets, les Giants de New York dans la NFL. J'ai pas coaché d'autres gars qui ont des camps. Ben oui, j'ai pas coaché d'autres gars qui ont des camps dans la NFL. Il n'y a pas rapport. Là. Fait que le calibre des individus comme ça, ben, c'est plus fort que du collégial Division 1, évidemment. Sauf que la structure, l'organisation, c'est vraiment moins bon. Fait que là, je te dirais que ça ressemblerait à ça. Mais c'est plus vieux, là, c'est des gars d'âge universitaire pour la majorité. C'est un peu ça. T'as-tu, parce que tu as quand même gagné 2 championnats là-bas. Là. C'est quand même vraiment. C'est quand même impressionnant. Puis en plus, tu disais que ta première année, tu as réussi à gagner le championnat. T'as-tu des histoires un peu de ces championnats à nous rencontrer? Là? Ben, la première année, on gagne le championnat d'Europe. Le premier match, c'est un tournoi en 3 phases, dans le fond. Là. Fait que c'est une phase de qualification, pour ça, demi-finale, finale. Puis la phase de qualification, on reçoit Prague à la maison. Puis on gagne comme 41-34, un match à couteau tiré. Puis je me rappelle encore comme si c'était hier, il allait, tu sais, là-bas, c'est le football à 11, c'est les règles américaines. Fait qu'il allait trips avec l'ISO boundary, puis il nous courait speed option du côté court du terrain. Puis là, ils nous ont fait mal là-dessus. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Après ça, match numéro 2, on s'en va à Berlin, jouer contre les Berlin Adlers. Ça fait près de 20 ans qu'il n'y a pas une équipe française qui a battu une équipe allemande dans ces championnats-là. 20 ans. Ouais, presque 20 ans. On va là-bas, on gagne 14-13. On joue dans le stade où Adolf Hitler a fait son dernier speech pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je t'en parle, les frissons de l'affaire. Ça n'a pas de sens. On gagne 14-13 ce soir-là, je peux te garantir qu'on a eu du fun, mettons. Puis, cette game-là, en plus, ce qui est fou, c'est que le match de qualification contre Prague, notre Américain, DB, qui vient de Delaware, qui était notre meilleur joueur, mettons, il se fait suspendre pour coup à la tête. Fait que là, le match de demi-finale, je suis habillé, puis je joue la game contre Berlin, à Berlin. Puis là, tu sais, faut que je colle la game avec comme je te disais tantôt, avec mon wristband, puis premier jeu de la game, ça court outside zone, puis faut que je frappe le running back l'autre bord, puis le gars, il a joué à, je sais pas où, Illinois l'année d'avant, en Division 1, NCAA, tu sais. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais, comme, je suis vraiment en train de vivre ça, là, c'est des trucs incroyables. Puis on a gagné ce match-là, la finale, contre, à la maison, on reçoit les Rhinos de Milan. Puis les Rhinos de Milan, c'est une équipe à ce moment-là qui a leur entraîneur-chef, qui est dans le Hall of Fame, le NCAA. Hall of Fame. Ah, OK, mais c'est vraiment du gros foot, là. Attends un peu, là. Je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est hot. L'entraîneur-chef, c'est dans le Hall of Fame de la NCAA, si tu checkes sur Internet, l'inventeur du pistol offense, là, le porteur de ballon comme derrière le carrière, c'est lui qui a été comme le gars qui a trademarké ça. C'est l'inventeur de ce style d'attaque-là. Là, leur carrière s'appelle... son nom de famille, c'était Pryor. Là, c'est pas Terrell Pryor, évidemment, là, mais c'était un grand Américain qui joue du speed option, puis du triple option, puis qui court partout, puis qui a joué NCAA Division 1. Puis là, on joue contre eux autres en finale. Fait que là, moi, quand j'apprends que le coordonnateur à l'attaque, l'autre bord, contre qui je vais coacher, qui est dans le Hall of Fame de la NCAA, puis son corps arrière partant, il a joué NCAA Division 1. Là, je suis comme, ouais, là, mettons, mes souliers, je me sens petit dans mes bottines, là, comme, gros, j'ai de méchant job cette semaine-là, tu sais. Puis, on a gagné contre eux autres à la maison, ce game-là. Fait que, tu sais, ça, juste, ce récit de 3 événements-là, je pense que c'est une histoire comme, c'est particulière. Ouais, c'est exceptionnel. Puis, tu sais, cette année-là, on a perdu le championnat français contre la Courneuve. La deuxième année, on perd le championnat français contre la Courneuve encore.
Puis là, en 2010, après ce match-là en 2018, je me rappelle, comme c'était hier, j'ai demandé d'avoir un lunch avec le président du programme à l'époque, pas à l'époque, encore aujourd'hui, Ben Sirouet. Puis j'ai dit à Ben, là, Ben, on revient, puis on va le gagner. Je reviens, puis je veux revenir, puis on va le gagner. Tu sais. Puis je suis revenu juste au Québec 6 semaines. J'étais reparti en France pour préparer l'année d'après. Puis là, j'ai été mis en charge de préparation physique. Puis cette année-là, ben, on est allé jusqu'au bout, puis on a gagné le championnat français en 2019. Puis je me rappelle, après la game, Coach Hippo, l'entraîneur-chef, c'était encore lui l'entraîneur-chef de la troisième année. Puis c'est un homme de peu de mots, très introverti, là, comme c'est pas quelqu'un d'extravagant, mettons. Puis après la game, un gros hug, les deux, les yeux pleins d'eau. C'était dans notre tête, ça faisait 3 ans qu'on voulait se rendre là, puis on réussissait finalement à le faire. Fait que, c'est une autre belle histoire, je trouve, de dépassement de soi, puis de trouver des solutions, puis de se rendre jusqu'au bout. Fait que, c'est 2 événements qui, encore aujourd'hui, marquent ma carrière de coach. C'est probablement les 2 événements que je suis le plus fier encore aujourd'hui. Est-ce que les... tu disais que t'es retourné au Québec 6 semaines, t'es retourné là-bas après ça pour coacher les gars, les entraîner. Est-ce que c'est organisé un peu comme les programmes, mettons, collégial, comme mettons à Champlain, les gars, ils font quoi durant la journée? Est-ce qu'ils font juste du foot? C'est comme des pros? Comment ça marche? Ben, ça, c'est vraiment particulier dans le sens où, tantôt, je te disais, je coach un chirurgien de 35 ans. Fait que c'est un mix de tout. Fait que tu as des joueurs qui sont payés. À Tonon, comme je te dis, on était quand même bien nantis. Fait qu'il y avait des joueurs qui étaient payés pratiquement à temps plein là, pour être là à l'année, qui, eux, sont, entre guillemets, des pros. Là, Mm-hmm. Après ça, tu as les imports. Fait qu'il y a 5 imports par année, 2 internationaux, puis 3 Européens. Fait qu'eux, quand ils viennent, ils font juste du foot. Là, ils sont payés à temps plein pour faire ça. Mais après ça, tu as Cédric Charpiot, là, qui était chirurgien en Suède, genre, qui lui venait jouer pour nous autres. T'sais. Fait que t'as un mix de tout. Fait que t'as du monde qui était rien que là le soir, puis t'as du monde qui était là tout le temps. Fait que c'est vraiment des cas de coordonner tout ça, toutes les réalités de tout le monde ensemble. C'était de la job. Mais tu vois, la 3e année et depuis ce temps-là, Ben a mis sur pied un programme qui s'appelle Panthers Pro Performance. Puis le plus en plus, ils professionnalisent ça. Fait que soit les joueurs ont un job au sein du club, les joueurs sont entraînés, il y a un préparateur physique à temps plein pour eux autres, qui est un des anciens joueurs quand j'étais là-bas, que j'ai coaché, qui fait ça maintenant. Fait que, ils sont vraiment, vraiment bien développés et avancés. T'sais. Puis ça, là, je te parle de Tonon qui joue encore en Division 1 française. Mais maintenant, il y a une nouvelle ligue qui s'appelle la ELF, qui est la European League of Football, qui, elle, est une ligue pro. Là. Okay. Eux autres, les gars sont tous payés. Donc là, là, tu parles encore un autre niveau. Ça n'existait pas quand j'étais là, mais maintenant, c'est rendu ça la grosse ligue. Mm-hmm. Quand les gars ils se font repêcher ou ils se font inviter à des camps, est-ce que les gars, je connais pas le cheminement des gars des Européens, là, mais est-ce qu'ils n'ont pas le choix de passer par, mettons, comme les Black Panthers pour ensuite se faire repêcher ou y es-tu... Dans l'ELF, tu veux dire? Non, juste pro, en fait, parce que là, dans la NFL, il y en a de plus en plus qui arrivent. Puis je pense que dans la CFL, là, ça commence, il y a certains joueurs internationaux. Là. Est-ce que les gars, ils passent par là pour se faire repêcher? Ben, tu sais, dans le fond, la manière que ça fonctionne en Europe, c'est pour avoir l'équipe, pour avoir une équipe pro, mettons, Tonon les mains, pour avoir un club pro, ils sont obligés d'avoir les mineurs. Donc, ils sont obligés d'avoir les moins de 17 ans, les moins de 19 ans. Fait qu'eux ont de facto un club formateur où ils forment des joueurs, mettons. Un peu comme au soccer, l'Impact, leur mini-impact, là, qui crée qui ont des joueurs qui sont issus de ça. Mais maintenant, ce qui est triste un peu avec le football européen, c'est que, en tout cas, du moins en France, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aide financière gouvernementale qui est octroyée, avec la majorité des partenariats viennent du privé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent de ressources, puis eux, ben, ils vont s'expatrier. C'est pour ça qu'on a autant de Français qui jouent au Québec. C'est pour ça qu'il y a autant de Français maintenant qui vont jouer dans des JUCO, dans des prep aux États-Unis. Donc, il y en a pas de moins en moins, mais les meilleurs restent de moins en moins en France. Ce qui est bon pour moi aujourd'hui à McGill, parce que là, j'essaie de les rapatrier pour jouer chez nous. Mais pour le football là-bas, ça leur fait mal. Mm-hmm. Le stress d'un joueur, puis du coach, parce que tu as vécu les deux. Puis moi, je me rappelle, avant de commencer une game, puis en plus, tu as joué dans des championnats, là. Est-ce que le stress est pareil, le stress c'est différent? Parce que là, je parle là, tu passes d'un joueur à la personne qui gère le groupe de jeunes que tu vas amener sur le terrain. Là.
Mm. Comment y a-t-il des façons. Il est comment ce stress-là? Genre, est-ce que tu es encore stressé en fait? Ou... Euh, stressé, stressé, non, parce que je te dirais que j'étais plus stressé comme joueur que comme coach. Le stress, là, comme l'anxiété, mettons, là, Ouais. l'anxiété de performance, c'était pire comme joueur parce que, tu sais, comme joueur, tu te dis tout le temps, crime, c'est sur mes épaules. Tu sais, là, faut pas que je l'échappe, faut pas que je fasse, faut que ça aille bien, faut que je fasse ce que j'ai à faire, faut que j'ai une bonne game. Tu sais, je peux pas laisser tomber mes teammates. Comme coach, on dirait, vu que c'est moi qui ai tout fait la préparation, c'est moi qui ai fait le plan. Tu sais, quand j'arrive au match, je suis plus dans le sens. Euh, je sais où on s'en va, je sais ce qu'on a à faire, c'est comme moi qui ai le contrôle. Fait qu'on dirait que je suis moins stressé. Par contre, j'ai toujours l'aspect fébrile. T'sais. Avant chaque game, j'ai les goosebumps, puis je suis le rythme cardiaque dans le tapis, puis j'ai hâte que ça commence. Mais je suis moins stressé aujourd'hui que je l'étais. Je suis excité, tu sais, toujours pour moi, Ouais. je suis un coach intense, là, tu sais. Exact. Je reste intense, je reste excité, puis j'ai hâte que ça commence. Mais j'ai pas. J'ai moins le stress de me dire, oh, what if, tu sais. Quand je jouais, des fois, il y avait le what if dans ma tête, tu sais. What if I do wrong, tu sais. What if I'm not good enough, what if. Là, comme, je suis comme, hey, je sais ce qu'on fait, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon travail, laissons les joueurs exécuter, puis tu sais, ça va bien aller, tu sais. C'est plus, je suis un peu plus de même aujourd'hui comme coach que je l'étais comme joueur. En parlant d'intensité, j'aimerais commencer à parler de McGill 2024. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Là. Ben, surtout pour toi, je suis vraiment content que tu ailles universitaire. On en avait parlé une couple de fois là, quand j'étais à Lennox. On t'écœurait un peu avec ça aussi, là, si t'allais finir universitaire. Nan. Mais comment c'est arrivé? T'as-tu le droit d'en parler de comment c'est arrivé là, l'histoire de finalement tu décides d'aller coacher? Y a-tu des choses que tu pourras te dire? Ou, parce que j'ai envie de savoir en fait comment c'est arrivé le fait que tu disais écoute, Non, je vais aller à McGill. non, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y a rien que j'ai pas le droit de dire, dans le fond. Il n'y a pas de secret secret de polichinelle ou quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, d'entrée de jeu, depuis 2019 que j'étais à Champlain, ça faisait 2 ans que Jeff Jonca avait repris le poste de directeur du service étudiant. Fait que ça faisait 2 ans que j'avais comme repris une grande partie de ses fonctions là, en termes de support académique, du recrutement, ces choses-là. Puis, j'adorais mon rôle à Champlain. Puis, euh, j'ai toujours été ouvert à l'idée d'aller coacher universitaire parce que c'était un objectif à moyen et long terme ou quelque chose que je voulais faire. Euh, j'ai toujours écouté aussi les propositions ou les discussions que j'ai eues à droite et à gauche. Puis, jusqu'au moment où McGill ou avec McGill, ça n'avait jamais vraiment fonctionné. Puis la réalité, c'est que d'un autre côté, je ne cherchais pas absolument à m'en aller parce que ben, j'ai joué à Champlain. Je suis fier de ce programme-là. C'est un programme que j'ai tatoué sur le cœur bien, bien fort. Puis que j'étais vraiment fier de coacher cette équipe-là. Puis euh, pour moi, à chaque année, on était des contenders, puis à chaque année, on pouvait gagner. Puis ça, c'est un feeling qui est incroyable. De te dire qu'à toutes les années, man, tu peux te rendre jusqu'au bout, puis tu peux faire partie des 2 équipes en finale, puis tu peux être l'équipe championne. J'adorais ça, puis ça me trillait, puis j'avais un plaisir fou à coacher à Champlain. Puis l'autre chose à travers ça aussi, c'est plus ça faisait longtemps que j'étais là, plus c'était dur pour moi de m'en aller. T'sais. Dans le sens où là, toi, tu es un gars que j'ai recruté, que j'ai coaché pendant 3 ans, que j'ai vu graduer. Mais là, il y en a encore plein à Champlain. Là, les deuxièmes, les troisièmes années de l'an prochain, c'est tous des gars que j'ai recrutés encore. Fait que c'est tous des gars que j'ai des relations particulières avec eux autres. Puis on va parler de recrutement, j'imagine, tantôt, mais tu as vu aussi la vague de recrutement à McGill. Je pense que ça montre le lien que je crée avec ces gars-là. Fait que, on dirait plus ça avançait, plus c'était dur de m'en aller. Fait que plus il fallait que ça soit vraiment une opportunité singulière. T'sais. Puis, je ne serais pas parti de Champlain pour aller coacher une position. Je ne serais pas parti de Champlain pour aller être recruteur. Moi, ce que je voulais, c'était avoir l'opportunité d'être coordonnateur à ce niveau-là. Fait que, quand j'ai eu quand l'opportunité à McGill s'est présentée, c'est sûr que ben, j'ai fait mon due diligence. J'ai dit, sais-tu quoi, pourquoi pas? C'est une discussion que j'ai eue avec ma femme aussi. J'ai nommé Valérie tantôt, je la renomme encore. Ma blonde, c'est une sainte. Elle est une mère exceptionnelle, puis elle me supporte, puis
elle me challenge aussi là-dedans. Puis, tu sais, quand l'opportunité s'est présentée, elle m'a comme dit, ben là, le gros, arrête de niaiser, là, Mhm. vas-y, puis tu verras bien ce que ça donne, tu sais. Fait que j'ai fait le processus d'entrevue, puis bon, j'ai eu l'opportunité d'avoir cet emploi-là. Fait que, ça n'a pas été une décision qui a été facile à faire parce que même pour postuler, ça m'a pris 7-10 jours avant de décider de postuler. Là. Fait que, ça Quand n'a vraiment pas même. été une décision. Ouais, fait que ça n'a vraiment pas été une décision qui a été facile. Puis une fois que j'ai postulé, ben là, évidemment, le processus s'est enclenché. Euh, Puis, tu sais, je regrette pas ma décision du tout. Tu sais, je pense que pour deux raisons. Un, je regrette pas ma décision parce qu'on a une bonne saison, parce que ça va bien, parce que j'aime travailler avec les gens avec qui je travaille. Je pense que Coach Soup, c'est un très bon leader. C'est un gars qui est à l'écoute de ses joueurs, qui est un gars de schéma très, très, très spécial. Fait que, c'est le fun de travailler avec lui. Puis, ça fait 6 semaines que je suis en congé de paternité. Puis, il me laisse tranquille. Fait que ça aussi, j'apprécie ses valeurs familiales qui sont vraiment présentes. Puis je trouve que c'est le fun de travailler avec quelqu'un comme ça. J'ai retrouvé des amis avec coach Morin Plante et coach Khalid Hicks, que ça fait des années que je connais. Travailler avec ces deux gars-là, c'est vraiment cool. Puis j'ai découvert Colin Tennant, que je ne connaissais pas autant, qui est notre coordonnateur à l'attaque. Je trouve qu'on a une belle équipe, c'est le fun de travailler avec du monde aussi. Puis ça fait changement à Champlain où c'était un petit peu. J'étais souvent Mhm. dans mon bureau tout seul. Cet aspect-là est le fun. Puis l'autre chose que je suis content aussi, c'est que les gars ont gagné le Bol Nord cette année. Je suis parti de Champlain, mais je suis pas parti, puis ça s'est pas bien passé, ou il y a Mhm. n'importe quelle chose négative qui est arrivée. Je pars, puis le programme, Éric Bolduc qui prend ma place, fait une grosse job défensivement. GF avec Vincent à l'attaque, coach Mike avec le recrutement. Tout le staff a fait une méchante job, puis les gars ont gagné le Bol d'Or. Fait que, c'est une des grosses parties qui était dure pour moi de partir, c'était de ne pas laisser tomber les joueurs que j'avais recrutés. Mhm. Ben là, de voir qu'ils ont gagné, qu'ils se sont rendus jusqu'au bout, moi, je me disais, hey, sais-tu quoi? Genre, ce que je leur avais promis, c'est arrivé pareil. Fait qu'au Mhm. moins, j'ai Exact. la tête tranquille. C'est Mhm. un peu ça que je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Seize up. J'ai juste ça que j'ai à dire. Ouais, exact. Exact. Mais Exact. je ne savais pas, je pensais que pour avoir une job de coach, en fait, universitaire, je pensais que ça marchait, moi, par invitation. C'est toi qui as postulé? Ben, dans le fond, McGill, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert la job publiquement. Là, comme Mhm. vous êtes, tout le monde pouvait postuler, mettons. Puis moi, j'ai décidé de postuler après avoir eu des discussions avec des alumni, puis après avoir eu des discussions avec Coach Soup aussi. Là, donc, Coach Soup m'a tendu une perche. J'ai parlé à quelques anciens aussi qui faisaient partie du comité, des comités de sélection, qui avaient des règles sur les comités de sélection. Puis, comme je te dis, ça n'a pas été tout de suite. Là, ça a pris, je dirais, 7 à 10 jours où Val et tout le monde en parlait tous les jours. Là, parce que c'est Mhm. quand même un gros commitment. J'habite pas proche de McGill. Là. Moi, j'habite à Saint-Pie, dans le coin d'Ange Gardien. Là, Mhm. c'est une bonne trotte pareille. Il y avait quand même des implications familiales. Puis, c'est ça. On a décidé de faire le move ensemble. C'est quoi le processus d'entrevue? Tu parlais d'entrevue tantôt. Je suis quand même curieux. Ouais. Est-ce que c'est comme une entrevue de job, genre, ou Ouais, moi, sur le processus ou le board d'entrevue, il y avait 4 personnes, dont évidemment Coach Sou, le directeur des sports, une femme des ressources humaines, puis aussi une femme qui s'occupe de notre programme d'équité. Ça s'appelle Women in Sport en gros, donc c'est l'équité homme-femme dans le monde du sport. J'avais 4 personnes qui étaient là, puis des vraies questions, là, des mises en situation, des questions sur évidemment sur les XPLO, puis sur le football, puis la gestion de groupe, puis le Mhm. leadership, mais aussi beaucoup de questions sur juste les relations interpersonnelles, puis comment tu gères une telle situation. Puis c'était une bonne entrevue, là. C'était le fun. est-ce qu'ils t'ont challengé pas mal sur le football? Tu sais, tu disais qu'ils t'ont posé un peu de questions sur XCO, mais comme à quel point ils sont allés deep, mettons, là-dessus? Ben, tu sais, Alex avait ses questions. Là. Il y avait, je ne me rappelle pas exactement, mais 3, 4, 5 questions. Moi, j'avais préparé un document avec, euh, avec des réponses à ces questions. Quand on est tombé dans la portion football, j'ai donné un document à tout le monde. Même, euh, Sharp. même, euh, même la dame des ressources humaines qui n'a aucune idée c'est quoi le football, elle pouvait suivre les réponses à ce que je donnais. On a parlé de philosophie, on a parlé de XPO, on a parlé de comment créer un plan.
pour un adversaire. Donc, c'était pointilleux, mais globalement, assez global quand même. C'était pas nécessairement comment j'enseigne shuffle technique ou comment j'enseigne le off-man. C'était plus genre expléo schématique. Puis en fait, c'est ça ma job. Je suis coordonnateur avec l'aspect technique. J'ai des coachs en dessous de moi qui gèrent ça. Mm-hmm. Fait que là, tu as l'entrevue, tu es accepté. C'était quoi ta en fait, la première étape que tu avais à faire? C'est quoi que tu as fait, la première chose, quand tu es arrivé dans ton bureau d'ici à McGill? La première chose que tu as faite. Parce que là, tu reprenais une grosse job. Tu sais, je parle... Tu sais, rien contre les anciens coachs qui étaient là, ils ont fait une bonne job aussi. Sauf que là, tu arrivais, puis on va en reparler aussi, mais là, vous voulez amener une nouvelle mentalité à McGill, du nouveau monde, une nouvelle équipe à grandeur. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour... C'est ça, tout ramener à la maison puis juste prendre contrôle de ça. La première chose que Alex nous a demandé de faire, c'était vraiment d'avoir un exit meeting ou un entrance meeting avec tous les joueurs. J'ai rencontré chacun des joueurs un à un qui me parlent de leur background. J'ai posé des questions sur leur famille, sur qui ils sont, leur situation de football, c'était quoi, le nombre d'années. Apprendre à connaître chacun des joueurs essentiellement. Là, c'est ça a été le step numéro 1. Après ça, le step numéro 2, ça a été de bâtir notre staff. Il ne faut pas oublier là, que je suis rentré en poste fin mars. Puis dès le 1er mai, notre camp d'entraînement était là. Fait que j'avais un mois pour rencontrer les joueurs, faire un staff, puis préparer le camp d'entraînement, le mes camp. Fait que je te dirais que mon premier mois, je l'ai vu passer demain. Ah ouais, c'est un gros mois. Puis en même temps, Coach Soup était entraîneur-chef de l'équipe du Québec. Moi, je me suis ramassé avec la job de DC pour l'équipe du Québec l'été passé. Du même coup, mettons, j'ai eu les deux jobs en même temps. Fait que là, on était dans les camps d'évaluation de l'équipe du Québec en même temps. T'sais. Fait que là, il y avait aussi le staff de Team Québec préparer ça. Fait que, mettons que le premier mois est allé assez vite. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est vraiment rencontrer les joueurs, préparer le staff. Puis après ça, se préparer pour le camp de printemps, essentiellement. Mm-hmm. C'est arrivé vite. Ouais, c'est arrivé vite. Effectivement, un mois pour te préparer à tout ça, puis on va se le dire, c'est de la job. Moi, je te voyais travailler, puis man, tu mettais des heures comme... Je parle, il n'y a pas une personne qui mettait autant d'heures que toi, je pense, là, qui t'as du cœur. En tout cas, c'était le fun. C'est une des raisons aussi pourquoi c'était le fun de jouer pour toi, en fait. C'est que tu avais une réponse à tout. T'étais hyper passionné, puis en tout cas, c'était facile, en fait. T'sais, oui, c'était compliqué dans le sens que t'amenais tes schemes, t'avais tes façons de jouer à la game qu'il fallait que tu comprennes, parce que si tu comprenais pas, surtout dans Hell Week, là, si tu comprenais pas la première journée, t'étais dans le mal pour le reste. Là. Mais ça, c'est une affaire que j'aimais, c'est qu'on allait te poser des questions, puis t'étais tout le temps là pour les gars, puis pour ça, c'était vraiment sa coche. Puis là, vous voulez amener une nouvelle version de McGill. T'as été dans des équipes championnes dans le passé. C'est quoi que ça prend pour créer une équipe championne? T'sais, là, vous êtes rentré, t'as ton staff, là, sur quoi vous travaillez? Là? Ben, tu sais, l'année passée, dès le camp au mois d'août, puis même avant ça, dès la fin du May camp, je pense que la première affaire, ça a été de rebâtir une culture d'équipe, une cohésion de groupe. T'sais. Ça a commencé avec l'entraînement d'été avec Coach Monty, Yannick Morin-Plante, qui s'occupe de la préparation physique avec nous autres, qui a ramassé des gars tout l'été. Après ça, dès qu'on est arrivé au mois d'août, Coach Claude a fait une grosse job avec la psychologie sportive, la cohésion de groupe. On a eu des ateliers de cohésion de groupe avec Coach Claude, où on a littéralement rebâti notre culture d'équipe. T'sais. C'est quoi nos valeurs fondamentales? C'est quoi qu'on veut accomplir comme groupe? C'est quoi nos objectifs? C'est quoi les artefacts qui nous représentent? Qui est-ce qu'on est, nous autres? Alors, c'est qui McGill Football? Fait que ça a été comme la grosse première partie de transition. Puis là, avec le recrutement qui continuait en marge, puis là, avec le recrutement qu'on a fait, la prochaine phase, je pense, ça va être... la prochaine phase, ça va être de bâtir, de continuer à bâtir cette culture d'équipe-là avec les nouvelles personnes qu'on a rentrées. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a un gros changement qui a été fait dans l'approche qu'on a au recrutement, dans la façon, puis dans les individus qu'on a recrutés, mettons, pour les prochaines années. Puis c'est des gars qui fit les valeurs actuelles du programme. C'est des gars qui vont nous permettre
de rebâtir des fondations solides. Puis je pense qu'à court terme, ça va être ça l'objectif. T'sais. Coach Yann, encore présentement, avec la préparation physique, fait une grosse job d'inclure les gars et de s'assurer qu'on travaille tous dans la même direction. Puis nous, les deux coordonnateurs, Coach Chou, c'est de rajouter là-dessus et de s'assurer que ces valeurs-là qui sont véhiculées, ça vont dans la bonne direction. Puis ta question, c'est quoi que ça prend pour gagner? Ben, ça prend un groupe uni et soudé. Je veux dire, ça, c'est la base de la base. Parce que tu peux être ultra talentueux, si tout le monde tire de son côté, ça ne fonctionnera pas. Mm-hmm. Il faut un objectif commun, il faut un but commun. Puis c'est là-dessus qu'on est en train de bâtir là-dessus. Présentement, c'est de garder les gars dans un groupe soudé, d'avoir une ligne directrice qui s'en va tout le monde dans le bon sens. Puis l'autre chose que ça prend pour gagner, veut pas, c'est du talent. Il faut que tu sois soudé pour que tu aies du talent. Parce qu'il y a des équipes soudées dans notre conférence, il y en a qui ne gagnent pas. Il y a des équipes très talentueuses dans notre conférence qui ne gagnent pas non plus. Les équipes qui gagnent, c'est des équipes soudées, puis qui ont, t'en faut un ou deux spéciales. Si t'en as aucun, à un moment donné, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Là, notre job, ça a été ça cette année, c'est de ramasser les 1 ou 2 ou 3, ou si t'en as 15, tant mieux, mais les 1 ou 2 ou 3 spéciaux. Puis l'autre, c'était de ramasser du monde qui fitait dans nos valeurs. Puis je me rappelle d'un livre que j'ai lu, qui était un de mes anciens joueurs en Europe qui m'avait donné. Si je ne me trompe pas, c'était The 7 C's to Building a Championship Team, quelque chose comme ça. C'est Mike Smith qui avait écrit ce livre-là, qui est un ancien head coach de la NFL. Dan Quinn, qui est head coach présentement avec les Washington Washington Commanders, a fait des épilogues aussi. Puis une des choses qu'il disait, c'est la meilleure façon de maintenir une culture d'équipe, c'est de choisir des gens qui fitent ta culture d'équipe. Puis nous, on a la chance, quand on recrute du monde dans nos sports, mettons, de choisir les gens qu'on veut recruter. Mm-hmm. En bout de ligne, c'est eux qui ont le dernier mot. On peut en perdre, mais on n'est pas obligé de recruter du monde qu'on ne veut pas. Fait que ça, c'est un gros plus, je pense, dans notre réalité. Puis, de mettre de l'emphase sur choisir les bonnes personnes, choisir du monde qui fait ce qu'on veut faire, ça va juste nous aider à bâtir cette culture-là. C'est quoi les valeurs que vous avez instaurées, là? On a un nouvel acronyme. Que je vais garder peut-être plus à l'interne avec nos gars. Mais, tu sais. Mettons, si tu avais donné une valeur, mettons rien qu'une, mettons qui pourrait représenter un peu le programme que vous êtes en train de construire, ça serait quoi? Tu sais, c'est ça. Je vais t'en donner deux grandes lignes, mais on est le plus vieux programme de foot au monde. Right? 1874, ça a été le premier match entre McGill et Harvard à Harvard, puis le deuxième la même année à McGill. C'est les deux premiers matchs de foot de l'histoire. Ouais. Harvard qui a plus de club de foot en plus, je pense. Harvard, oui, mais Ivy League. OK, ils sont en Ivy League. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est une tradition. C'est de la tradition. Puis, il faut que ça soit une de nos valeurs. Puis, il faut qu'on soit honoré, qu'on soit fier de ça. T'sais. Puis, pour avoir été à Champlain comme joueur et comme entraîneur, les gars sont fiers de jouer à Champlain. Exact. C'est quoi d'incroyable. Puis, quand tu viens pas à Champlain, tu comprends pas. Puis, quand tu es à Champlain, tu te dis, oh my God, je m'attendais pas à ça. Puis, quand tu en sors, tu t'en rends encore plus compte. On dirait, c'est big, là, tu sais. Mais il faut qu'on ramène cet honneur-là et cette tradition-là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va travailler acharnement à ramener. Ça va aussi passer par les alumni. Puis je pense que Coach Chou fait une grosse job à travailler avec le président de nos alumni, Vincent Gagné, pour ramener ça dans le giron du programme. Fait que ça, c'est une grosse partie. T'sais. Puis l'autre valeur, pour moi, qui est comme évidente, c'est l'excellence. T'sais. On est la meilleure école au Canada. Point à la ligne. Mm-hmm. Si tu es capable d'être compétitif comme ça à l'école, right? Parce que pour rentrer à McGill, si c'est compétitif, c'est ultra contingenté. Si tu es compétitif assez pour être capable d'avoir des bonnes notes pour rentrer à McGill, tu es quelqu'un qui fait partie de l'excellence dans ce domaine-là. Mm-hmm. Pourquoi pas appliquer cet acharnement au travail-là dans les autres sphères de ta vie? T'sais. Exact. Si on est capable de recruter des gens qui sont ultra compétitifs, ils devraient être compétitifs autant sur le terrain qu'à l'école. Mm-hmm. Pour moi, c'est évident. Fait que ça ne sera peut-être pas le meilleur joueur à 19 ans, mais il est tellement compétitif, il veut tellement s'améliorer, puis il a tellement
l'objectif d'excellence en arrière-plan, qu'à 22, il va peut-être être meilleur que tous les gars de 19 qu'on n'a pas réussi à recruter. C'est un peu ça. Fait que, si tu es fier de jouer pour McGill, parce que tu comprends la tradition, tu comprends le passé, puis tu es quelqu'un qui veut l'excellence dans tout ce que tu entreprends, c'est toi qu'on veut. C'est le genre d'individu-là qu'on veut recruter. T'sais. Puis ces deux valeurs, je pense, qui sont deux des valeurs qu'on a mis de l'avant dans ce qu'on essaie d'accomplir. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour reprendre l'exemple de Champlain, là, c'est tellement vrai. Là. Je joue au flag là, à cette heure les mardis soirs, puis je rencontre il y a tous les âges. Puis je rencontre des messieurs, là, je les vois avec le short de Lennox. Puis là, je vais les voir. Hey, t'as joué en quelle année, toi, nanan? Puis là, ils me disent, j'ai joué 2012, 2011. Ben, tabarouette. Fait que c'est des choses que, si t'as été à Lennox, comme tu dis, tu le comprends. Puis c'est une des raisons aussi, je pense, que pourquoi Lennox, c'est un des meilleurs programmes. C'est pas le meilleur programme collégial au Québec. C'est parce que on a notre culture puis notre histoire, puis elle meurt jamais. Comme les vétérans, quand t'es un rookie, t'arrives à Lennox, les vétérans, leur job, quand tu rentres, c'est de te montrer c'est quoi Lennox. Puis j'en parlais encore avec d'autres gars, justement, à l'université, qui venaient me voir, puis ils savaient que j'avais joué à Lennox, puis eux, ils avaient joué à d'autres programmes collégiales, puis on avait joué contre aussi. Puis il me disait, c'était comment vraiment Lennox? Je veux comprendre, parce qu'on vous connaît tous un peu, mais on vous connaît pas vraiment, puis on sait tous vous êtes des Mongols, par contre, puis on n'aime pas jouer contre vous autres. Bonne nouvelle. Mais non, j'ai dit, écoute, moi, c'est pas compliqué, Lennox, ça a vraiment changé ma vie, mais c'est comme tu dis, j'ai dit, tu sais, tu peux pas comprendre c'est quoi si tu y vas pas. Tu peux pas expliquer ça à quelqu'un. Fait que je pense que c'est une super de bonne valeur que vous essayez d'amener. Je pense que c'est les bonnes bases pour construire un programme qui va avoir pas mal de sens là, pour la prochaine. Ben, il y a quelque chose à Champlain qui. Champlain a toujours été un programme gagnant. Fait que c'est facile d'être fier. C'est facile d'avoir les anciens qui reviennent et qui donnent un coup de main à l'honneur parce que t'es fier parce que le programme gagne. Fait que, à McGill maintenant, c'est d'essayer de ramener les anciens qui ont fait partie de ces gardes-là. T'sais. Les équipes des années 80 qui ont gagné la Coupe Vanier, les années 90 qui ont gagné les championnats québécois, les années 2000 qui ont gagné la Coupe Dunsmore, c'est de ramener ces anciens-là qui ont vécu les belles années, puis de les re-rendre fiers. T'sais. Je leur dis, hey, c'est encore possible. Là, comme, don't worry, on est capable. Puis, ben, l'année qu'on a eue, je pense, donne un air d'aller à ça, le recrutement aussi. Puis là, ben, hey, faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'il y a des bonnes équipes, il y a des bons coachs dans cette ligue-là. Il faut continuer à travailler. En parlant du recrutement, là, cette année, vous avez une saison, saison de recrutement exceptionnelle. Je regardais justement, juste avant qu'on commence, le tableau. Ils ont fait un tableau, je pense que c'est Football Québec, qui ont sorti un tableau des joueurs qui ont été recrutés universitaires au Québec dans la Ligue RSEQ. Puis, écoute, j'ai pas besoin de dire que vous avez passé la gratte là, en bon québécois. Là. C'est assez impressionnant. Là. C'est quoi le petite secret sauce? Là, c'est quoi vous avez fait? En fait, vous avez ramassé le meilleur receveur de Division 1 l'année passée. Vous avez eu combien de gars de l'ENA qui sont signés avec vous autres cette année, encore une fois, qui ont gagné le bol d'or. Je parle, c'est pas des petits noms. Là. C'est quoi que vous avez fait? C'est encore une affaire de culture, comme tu dis? Ou oui, il y a le côté que tu connais les boys, mais c'est plus que ça aussi, là, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans. La chose numéro 1, comme je te disais tantôt, c'est l'excellence académique en attire quelques-uns. Il y a des gars, je pense à certains gars de Champlain ou de CNBF, maintenant, il y avait 34, puis 33, puis 36 de Cotter. C'est des gars qui sont hors normes académiquement. Fait que si tu mets l'école d'avant avec ces gars-là, ben, c'est sûr que ça leur parle. On est boosté à l'école, pourquoi choisir ailleurs qu'à la McGill si je rentre à McGill? Comme ça, c'est un no-brainer. L'affaire, c'est que dans les années passées, ben, si tu finis 0,8 ou 1,7, c'est dur de convaincre ce gars-là, parce que là, il a beau être bon à l'école, bien l'école, à un moment donné, c'est comme, là, coach, j'aime aussi le football. Le fait qu'on ait eu une bonne saison, je pense que ça nous a aidé. Puis quand j'ai une bonne saison,
une meilleure saison, là, parce que c'était pas encore au niveau de ce qu'on aimerait avoir, mais c'est un très bon pas dans la bonne. C'est un très gros pas dans la bonne direction. Fait que, d'avoir gagné des games, ça l'a aidé. L'excellence académique, ça l'a aidé. Puis l'autre chose, je pense que le staff, les 5 gars qu'on est là, on est jeunes. Coach Chou, c'est le plus vieux, puis il n'a même pas 40 ans. Fait qu'on, on est un jeune. Ouais, fait qu'on est un jeune staff, on est dynamique. On est du monde qui ne compte pas leurs heures, qui sont passionnés. Je pense que ça aide aussi. Puis, on joue dans le plus beau stade au Québec. Là. Ah, ça, c'est fou. Vos installations, c'est vraiment malade, ça, par contre. Il y a des choses à améliorer, puis il y a des choses qu'on travaille à améliorer. Mais quand tu rentres dans le stade Percival Molson, puis tu regardes le stade, tu te dis, oh, wow, je vais jouer ici tout le temps. Hein? Mm-hmm. Ah ouais, tout le temps, man, c'est ici qu'on joue. Fait qu'il y a des gros plus à McGill. Je pense que c'est juste une question de les mettre de l'avant. Puis, je pense que cette année, une autre des choses, c'est, je parlais d'excellence tantôt, mais l'excellence, ça donne l'excellence. Mm-hmm. Quand tu as un gars comme Ambroise Duplessis-Giroux qui commit chez nous au mois d'octobre, puis qui nous permet d'annoncer son commitment pendant le bol d'or, Ambroise, c'est probablement le meilleur DM au Québec depuis plusieurs années. Puis tu as joué avec d'ailleurs. Un stud. Quand ce gars-là, spécial. Quand ce gars-là décide, je m'en viens à McGill, là, tout d'un coup, il y a des gars ailleurs que c'est comme, oh boy, attends un peu, on peut jouer avec ce gars-là. Ça me dit, moi, je choisis à la McGill, je joue avec ce gars-là. Je ne vais pas tout seul, il y en a un autre. Puis là, les 8 autres gars de Lennox, c'est pareil. Là. C'est des Chris Roy, Panet Raymond, Chevalier, Pomainville, Alexis Rivet, Léo Brasé, Isaac Sirois. C'est tous des gars qui viennent de gagner le bol d'or. Il y en a plusieurs d'entre eux qui avaient gagné le bol d'or juvénile en plus. Fait que, là, c'est des gars qui sont connus, qui ont un nom, qui amènent une prestance. Quand tu es un bon joueur de foot, tu veux jouer avec des bons joueurs de foot. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a eu un peu de ça. On a convaincu quelques heures avec l'excellence académique, puis le fait que notre saison allait bien, puis il y avait vraiment un pouce dans la bonne direction. Puis après ça, c'est devenu un snowball effect. Genre, hey, je peux jouer avec mon chum, je peux jouer avec tel gars avec qui j'ai confiance, je peux jouer avec lui qui est bon. Puis c'est une des choses que, je parle pour ma part, que j'ai mis beaucoup d'emphase aussi. Après ça, c'était d'aller chercher des joueurs qui avaient des caractéristiques de leadership hors du commun. Puis il y a des gars qui sont peut-être pas les mêmes profils, peut-être pas des aussi gros profils que des Ambrose, des Nathan Carrière ou des Jerry Momo, mais qui ont été des grands leaders dans leur programme. T'sais. Je pense à un gars comme Zachary Girard-Poupard à Valleyfield, qui est peut-être un gars qui est un petit peu moins, entre guillemets, connu. Il vient d'être nommé Noir et Or de l'année dans son programme. En ce moment, dans le gym, déjà, on le voit aller, puis on est comme, wow, OK, le gars, il se bat, puis il travaille fort, puis ça va être un leader dans ce groupe-là. Puis d'amener des gars qui ont du charisme, qui ont du caractère, qui sont des leaders naturels, qui n'ont pas froid aux yeux de mettre les heures et le travail, ça aide dans notre culture. Mm-hmm. Comme, c'est ce genre d'individu-là qu'on veut avoir. C'est ce genre d'individus-là qui sont prêts à se dépasser qu'on veut avoir. Puis, encore une fois, tu passes devant la liste des noms de gars qu'on a recrutés. Il y en a plus qu'un des gars de même. T'sais. Un Justin Duhamel de FX de Garneau, FX Garneau, qui a fait de l'équipe du Québec, qui a été 3 ans partant là-bas, qui est un gars qui est rempli de qualité de leadership, qui a du charisme, qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de prendre la parole, qui est capable de s'entraîner fort, qui va amener la barre à tout le monde à être plus haut. Mm-hmm. C'est ça que tu veux. Tu veux t'améliorer. Tu l'as vécu à Champlain. Exact. Tu veux jouer avec les meilleurs. Tu étais un très bon joueur de foot en rentrant, qui avait un très gros background, qui arrivait avec beaucoup de high praises. Puis là, tu rentres et dis, OK, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Exact. Là, exact. C'est ça qu'on veut créer. Fait que ça prend du temps. Mm-hmm. Mais c'est vraiment, encore une fois, la culture, puis c'est vraiment bon. Puis si je redonne encore l'exemple de Lennox, si vous essayez d'amener vraiment ce côté-là, dans le sens que quand tu arrives à McGill, Criff, il y en a d'autres des bons. Là. C'est pas moi superstar non plus, il faut que je me batte pour être là. Ben, moi, personnellement, c'est ce qui m'a resté accroché. Parce que ça m'a permis de me coller aux gars, de me faire des bons chums, qu'aujourd'hui, je leur parle encore, même ça fait 3 ans que j'ai fini Lennox, puis on va se parler toute notre vie. Puis ça te permet à vouloir aller plus loin, en fait. Puis moi, je pense que oui, c'est le foot, mais je parle, c'est plus grand encore que ça. Ça peut vraiment t'amener des bonnes choses. Là, on va avoir un groupe. Ben, vous allez avoir un groupe assez jeune, je pense, l'année prochaine.
Ouais. Toi qui as quand même de l'expérience avec les groupes qui sont jeunes, c'est quoi là? Comment tu gères ça, en fait, une saison avec un groupe qui a autant de rookies, en fait? Ben écoute, tu sais, là, comme je disais tantôt, j'étais encore en congé de paternité, fait qu'en ce moment, je gère pas. Là, je fais plus du bronze bébé un peu, puis j'essaie de déconnecter complètement. Mais tu sais, mon objectif avant le camp de printemps, tu sais, je te reviens un an passé, mettons, en avril passé, tu sais, je suis arrivé tellement tard que, en toute franchise, là, j'ai pris mon playbook bleu, je l'ai mis rouge, puis j'ai dit aux gars, voici ce qu'on joue en fin de semaine. Tu sais, voici Ah ce qu'on joue ouais, pendant ok. le camp de chance. C'était pratiquement du Aller jouer au copier-coller. foot, ouais, aller jouer au foot. Ah, ouais. Puis, tu sais, j'ai fait aucun meeting avant le make-up. Puis, pendant le make-up, j'avais aucun meeting d'installation. Fait que les gars avaient reçu l'install avec des clips vidéo. Puis, c'était comme les meetings, c'était des Q&A. C'était genre, posez-moi vos questions. Puis, il n'y avait pas de meeting. Mm-hmm. Fait que là, mon objectif, vu que je rentre à partir je retourne la semaine prochaine travailler, ça va être à partir de la semaine prochaine, d'avoir des meetings chaque semaine pour permettre à ces jeunes-là, parce qu'on a déjà vraiment beaucoup de gars à l'école, ce qui est positif pour nous autres, c'est dès février de rentrer ces bases-là, ces rudiments-là du système. Je fonctionne comme je fonctionne, puis tu sais comment je fonctionne. Mm-hmm. Je suis vraiment plus un gars qui est rule-based. Avec moi, c'est pas un dessin sur un papier, puis c'est ça qu'on joue. Là, il y a de la compréhension derrière ça, des Exact. ajustements. Fait que mon objectif, c'est d'être capable de rentrer les schemes de base, la base du système, mais vraiment en profondeur, puis que les gars aient vraiment les bonnes bases dès maintenant, puis qu'on soit capable au mois d'août de jouer rapide et d'être confiant. Je pense que la pire chose que je peux faire avec un groupe jeune comme ça, c'est d'essayer d'en rentrer trop, puis que là, les gars soient stressés, puis jouent sur les talons. C'est un groupe jeune, puis moi, mettons, moi, ça fait 10 ans que je suis dans mon système. T'sais. Eux autres, pour la plupart, ça va être l'année zéro. Fait que si je leur rentre les trucs de l'an 10 tout de suite, ben, ils n'ont pas les bases de l'an zéro, ils peuvent avoir des problèmes. T'sais. Fait que ça va être de rentrer ça à la base, puis essayer de les mettre le plus possible en confiance entre eux. Puis l'autre chose, les gars le savent déjà, ça va être de la compétition à l'interne. Je veux dire, sur la ligne défensive, on a rentré 12 D-line. Quand même. C'est qui start? Let's go. Tu sais, un peu comme l'analogie que je vais faire, c'est j'ai 12 chiens qui veulent l'os. Moi, je lance l'os au milieu, puis ah ouais, battez-vous. Mm-hmm. C'est qui le tough? C'est qui réussit à s'en sortir, puis c'est qui joue? C'est qui prend les reps? C'est qui sort du lot? Exact. Ça va être un peu ça à court terme. C'est les mettre dans une situation où ils sont confortables, à l'aise, confiants, pour que quand j'enlève la laisse, ben, tout le monde est capable de partir après là, tout le monde est capable de se battre également. Ça va faire sortir certains gars là-dedans. Ça revient à ce que je disais tantôt avec le recrutement. J'ai recruté des gars qui sont des forts leaders. J'ai parlé de Zach Girard-Poupard, j'aurais pu te parler de Mathieu Proulx, j'aurais pu te parler de Logan Toupin, Justin Laflamme. Des gars de même que je sais qu'eux, la compétition, là, pressure breeds diamonds. Là. Mm-hmm. Ces gars-là, ils vont être meilleurs avec la pression. Ils vont être meilleurs avec la compétition. C'est ça mon objectif. Fait que je vais les mettre avec des bases solides, ils sont à l'aise, ils sont good. Alors maintenant que vous êtes good, là, let's go. C'est qui performe, c'est qui a de jouer. Mm-hmm. Puis de cette façon-là, je pense qu'on va juste laisser les gars exécuter, puis avoir du fun, puis se trouver là-dedans. Puis ben, on rebâtira les layers du playbook as we go. Okay. Je m'attends déjà à avoir besoin de dire à des gars comme Pané Raymond puis Ambroise qui ont joué 3 ans dans mon système. Hey, les gars, relax, là. Commençons par la base. Là. Eux autres, ils vont vouloir peut-être aller trop vite. Mais tu sais, en reculant un peu, même pour eux autres, ça va permettre de se remettre les bases à neuf puis d'être prêt de rebâtir là-dessus. Puis je pense qu'on va juste bénéficier là-dessus. Ça va créer de la compétition aussi un peu à l'interne. Je pense que c'est tout le temps bon d'en avoir. Là. Ben oui. Moi, à Lennoxville, on en avait tout le temps de la compétition. Ouais. Puis les roasters changeaient, bougeaient quand même souvent aussi. Fait ouais. Je pense que non, ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la saison prochaine. Pour finir, Mac, j'ai 2 questions. Une qui me pop en tête pendant que tu parles de ça. Est-ce que tu penses que, tu sais, OK, à part côté ressources, whatever, là, est-ce que tu penses que notre football universitaire, on devrait avoir le droit de review les calls? Oh boy. Parce que...
la réponse facile à ça en tant que coach, c'est oui. Mhm. Et si on est les ressources financières, la télé, le ci, le ça, pourquoi pas? Si on est capable de se rendre à un niveau où on peut le faire, puis c'est viable, c'est équitable pour tous, absolument. La réalité, c'est ce que je pense que ça va arriver dans un futur proche? Non. Je veux dire, on a une technologie en ce moment pour regarder les séquences vidéo sur le sideline. Ah, ça, c'est vraiment. Il y a des stades au Québec que ça ne marche pas. OK. On joue à McGill, mais on joue à Sherbrooke, on joue à Connew, on joue à Montréal, on joue à Laval. Il y a des stades sur ces quatre-là que ça marche bien, puis il y a des stades sur ces quatre-là que c'est le Dawa. Mhm. Si ça ne fonctionne pas, comment je peux demander à l'arbitre de rely sur quelque chose qui n'est pas fiable? C'est impossible. Je veux dire. Ça n'a pas de sens. Puis si c'est pas équitable pour tout le monde parce que ça fonctionne une fois, pas l'autre fois, j'aime mieux qu'on reste avec ce qu'on fait là. Puis une chose que je me suis rendu compte cette année, c'est que les arbitres sont vraiment ouverts d'esprit à poser des questions. On avait des échanges avec les refs toutes les semaines cette année. Pour certains calls, quand on avait des questions, on pouvait les envoyer. Puis nos arbitres universitaires travaillent fort pour des gars qui sont amateurs, entre guillemets, parce qu'ils sont payés, mais ils ne sont pas de temps plein nécessairement là-dedans. Là, ils ont d'autres jobs. Mhm. Ils font de méchants jobs. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux d'une autre façon. J'ai jamais été quelqu'un nécessairement qui criait après les refs comme un malade, là, mais ça m'est arrivé de perdre patience des fois. Puis là, aujourd'hui, après une année universitaire, je me dis, oh boy, ils font un méchant job d'analyser tout ça sur le fly, puis ils se préparent pour les games, puis on est chanceux de les avoir. Puis la réalité, c'est qu'il nous faut de la relève d'arbitre parce qu'on en manque au Québec. Puis de mettre une caméra sur le sideline, puis de leur dire, là, vous avez le droit d'utiliser ça quand ça vous tente, puis que ce ne soit pas fiable, ça va juste créer plus de run, puis ça va rendre leur job encore plus difficile. Mhm. Puis je pense qu'ils font déjà un job les plus honnêtes, la meilleure qu'ils sont capables de faire avec les ressources qu'ils ont. Puis ils en font une sacrée bonne d'ailleurs pour la majorité du temps. Fait que, pour le 1 call qui manque dans une game, on verra pas fou avec ça, tu comprends? Mhm. Après ça, hey, si la technologie nous permet de le faire et qu'il est fiable, ben, c'est sûr que oui. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est fiable. Écoute, c'est parfait de même. Écoute, je m'attendais un peu à ça aussi. Là, c'est normal. Là, un jour, ça va arriver, je pense. Là, mais on verra bien. Pour finir avec toi, Max, je voulais te parler. Ouais. En fait, je voulais te demander, c'est quoi ta mission comme DC? Ma mission? Exact. Mais tu sais, pas obligé d'être comme DC, mais tu sais, en ce moment, t'es coach à temps plein. Puis, tu l'as dit tantôt, ça risque d'être moins long terme. T'es dans un bon programme. Puis là, vous êtes en train de construire une nouvelle culture. Fait que je pense que tu as envie de la voir vivre, cette culture-là. C'est quoi ta mission en ce moment, là, comme coach? Si je te réponds mission, là, je te dirais que mon objectif comme entraîneur, c'est de permettre aux jeunes hommes que je coach de grandir dans ce qu'on fait. Fait que évidemment, là, étant à McGill, d'obtenir une éducation de haut niveau, de permettre d'avoir un job et de s'installer avec potentiellement avoir une famille plus tard et d'avoir des bonnes valeurs. Pour moi, ça, c'est ma mission. Est-ce que je peux, j'ose espérer que je vais être capable de faire ça avec mes propres enfants, de leur transmettre une passion et de leur donner les bonnes bases pour réussir dans la vie. Puis, je l'ai toujours dit à ma femme, je l'ai toujours dit aux gens qui me côtoient, mes chums. Moi, j'ai toujours pris mes joueurs comme mes petits frères. Mm-hmm. Je suis pas assez vieux pour dire que t'es mon gars, t'es trop proche de moi. Là. On a 10 ans de différence. Mais dans ma tête, t'es comme mon petit frère. Ben, comment je traiterais mon petit frère? Ben, moi, je vais être là pour toi, je vais t'aider, je vais te donner les outils si je peux pour que tu réussisses. Mais d'un autre bord, je me gênerai pas pour te le dire si tu fais des niaiseries. Fait que c'est un peu ça que ma mission, c'est peut-être d'être ça, d'être un peu, sans dire un modèle, mais être une personne qui est là pour t'écouter. Oui, je te coach, oui, je suis tough quand c'est le temps de coacher parce que ma job, c'est de gagner des games de foot, puis je suis un compétiteur, puis je veux gagner. T'sais. Mais en bout de ligne, c'est est-ce que tu aimes ton expérience? Est-ce que tu sors d'ici grandi? Puis est-ce que tu as les outils pour réussir comme personne? Si tu es là comme joueur de foot, great, ça fait aussi partie de mon travail. Mm-hmm. Mais ma mission, c'est vraiment ça, de te donner les outils pour réussir comme individu. Puis des fois, ben, ça ne veut pas dire que ça va être des réponses le fun que tu vas avoir. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile. Ça ne veut pas dire que je vais tout te donner cuit dans le bec. T'sais. Ça fait partie de ça, la vie, je pense, comme
comme jeune homme d'apprendre à manœuvrer à travers tout ça. Fait que 100%. ça, je te dirais, c'est ma mission. Là, si tu me parles d'objectifs, j'ai plein d'objectifs pour gagner des games de foot. La mission globale, pourquoi j'aime autant ça, c'est vraiment ça. C'est passer le temps avec vous autres. Puis, moi, je me dis, quand le gars il sort de Champlain et qu'il est content de revenir, ou quand le gars il sort de McGill et qu'il est content de revenir, puis il est content de revenir nous voir, puis il apprécie le temps qu'il a eu, puis il se dit, crime, je sors grandi, je sors avec des meilleurs outils, je sors une meilleure personne. Je pense que j'ai réussi ma job. Si on a gagné un championnat à travers ça, great. Si on n'en a pas gagné, ben, on va travailler plus fort pour en gagner. C'est un peu de même que je vois ça. Fait, c'est ça. Ben écoute, ça fait 100% du sens parce que je me vois un peu dans ce que tu disais. Fait que, en tout cas, ça fait pas mal de sens là, dans le sens que ton rôle de grand frère, comme tu dis, ben écoute, moi je l'ai vécu à Lennox, puis personnellement, ben, t'étais la personne que je côtoyais le plus parce que je jouais en défensive. Fait que tu veux pas, t'as eu un gros impact sur ma vie, juste en général. Fait que écoute, pour ça, ben je te remercie, mais je te rassurer, ça marche. En tout cas, là, en tout cas, pour moi, ça a marché. Ben carré. Ben écoute, dernière minute, on va en profiter. Parle-moi d'un objectif prochaine saison, mettons à court terme, objectif prochaine saison. Ouais. Ben, tu sais, là, j'ai des objectifs dans ma tête que j'aime mieux pas me mettre de target sur le dos, là, fait que je vais les garder dans ma tête, mais je veux qu'on améliore notre saison de l'an passé. Je pense que je vais parler vraiment défensivement, là, parce qu'à l'attaque, je pense que Coach Chou, Beloa, Colin et les jeunes qui arrivent, notre ligne à l'attaque revampée, on va scorer des points. Là, fait que, ma job à moi, ça va être de ne pas en donner trop. Fait que, mon objectif, c'est vraiment qu'on améliore ce qu'on a fait l'an passé et qu'on soit capable de se stabiliser. Je pense que l'an passé, par la force des choses, par le fait que les gars n'étaient pas nécessairement habitués à ce que je faisais, par les blessures, le roster qu'on avait, je me rappelle le deuxième groupe de 4 games là, avant la semaine 5. J'étais dans mon bureau, là, puis là, je me disais, oh, genre, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas de front de base, à chaque semaine, je lance des affaires sur le whiteboard, puis on essaie de ça colle, puis on recommence comme toujours à zéro, on dirait. Là, parce que on avait des blessures, on avait des rosters qui changeaient. Fait que, mon objectif vraiment cette année, c'est de stabiliser tout ça. Comme je l'ai dit à nos joueurs, moi je vois l'année passée comme l'an 0, l'an de transition, puis là, on est vraiment dans l'année 1. Là, on va devenir qui on est, on va créer notre vraie identité défensive, puis là, on va se mettre à jouer. Fait que mon objectif, c'est ça. Puis si on joue le style de foot que je veux, puis qu'on le joue bien, on va avoir du succès. Fait que, le succès, c'est pas un objectif. Le processus, que notre processus soit meilleur, va être mon objectif à court terme. Ouais, c'est amen to that. C'est juste ça que j'ai à dire. Mais hey, merci, Coach Max, d'avoir accepté de faire partie de mon podcast. J'apprécie énormément. Écoute, je vais te dire, prends soin de toi. Puis, écoute, je vais arrêter le record.